Gilles Paris est avec nous pour son dernier livre, Un baiser qui palpite de là comme une petite bête, aux éditions Gallimard. Alors ce roman, c'est un roman choral qui nous introduit dans un milieu de jeunes adolescents, de toujours, j'allais dire, parce qu'en fait, j'y retrouve mon adolescence, j'y retrouve l'adolescence de mes enfants, mais on a quand même ici un roman qui démarre sur quelque chose de dramatique, c'est-à-dire le suicide d'une adolescente, parce que d'abord abusée par son beau-père, et puis ensuite elle s'est laissée, elle est partie, on dirait comme on dit en vrille, et elle a donc décidé d'abuser de tout, du sexe, etc. Puis le harcèlement est arrivé, et puis le regard des autres qu'elle n'a pas supporté finalement, elle s'est pendue, et ses camarades vont tour à tour culpabiliser de cette histoire, mais en même temps continuer à vivre. Et comme disait Rimbaud, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, et effectivement c'est le cas. On n'est pas sérieux quand on a 15 ans non plus d'ailleurs. Je crois que ce qui m'intéressait, c'était justement la réaction de ces adolescents après un drame pareil, parce qu'ils prennent quand même conscience de ce qui s'est passé. Ils ont un lien de près ou de loin avec la mort d'Iris. Le roman commence d'ailleurs après le chapitre consacré à Iris, un an après sa pendaison. Et donc, il y a une forme de prise de conscience quand même très importante chez eux. Puis ce qui différencie surtout ces adolescents des adolescents d'hier, ce sont bien entendu les réseaux sociaux, je dirais presque l'abus des réseaux sociaux, puisque au fond, c'est aussi ce qui va pousser Iris à mettre fin à ses jours. C'est une sorte de miroir aux alouettes, en fait, les réseaux sociaux. Il y a du bon dans les réseaux sociaux, évidemment, et il y a du moins bon. Je ne sais pas si à 15 ans, on a cette justesse, justement, de comprendre cette frontière très, très fragile entre ce qui est bon et ce qui est mauvais dans les réseaux sociaux. Alors, les adolescents, alors il y en a plein de ses copains autour. Enfin, ses copains. C'était ses copains, ils sont devenus, ils lui ont craché dessus après les vidéos qui sont passées sur les téléphones, etc. Et puis ils l'ont rejeté. Tout à fait. Enfin, certains d'entre eux, parce que d'autres étaient moins impliqués dans l'histoire d'Iris, mais ils ont eu un rôle à jouer aussi. Et très souvent, en fait, sans se soucier de la vie d'Iris, sans savoir qui elle était, ce qui lui était arrivé, ce que personne ne savait évidemment. Je parle évidemment du viol du beau-père. Ils vont le découvrir plus tard. Et à ce moment-là, ça sera une vraie prise de conscience pour eux avec cette idée de venger la mémoire d'Iris. Ça ne ramènera pas Iris, mais pour eux, c'est important de le faire. Et je crois que cet âge-là, l'adolescence, est un âge très paradoxal en fait, parce qu'on est à la fois rebelle contre tout, l'ordre établi, les parents, les profs, tout ce qu'on essaie de vous inculquer. En même temps, on peut être un adolescent très sage, et en même temps, on peut pousser ses limites à l'extrême dans des fêtes qui s'organisent les week-ends, et dans lesquelles certains adolescents, évidemment, frôlent un danger incroyable. Alors ces fêtes, effectivement, alors il y a l'alcool, il y a la drogue, des drogues, on va dire douces entre guillemets, comme fumer un joint, et puis petit à petit on s'aperçoit que ça va beaucoup plus loin, et des drogues beaucoup plus dures. Mais il y a une absence des parents qui est assez criante dans ce roman. Oui, je me suis énormément inspiré d'une série qui m'a frappé, qui est Skam, qui est une série norvégienne. Skam veut dire la honte en français. C'est une série qui a été vendue dans tous les pays, y compris en France, plus de 30 millions de vues de cette série, et qui met justement les adolescents entre eux, les parents, les profs, tout ça étant en retrait. Cela dit, dans le livre, il y a une scène très importante, un conflit, on va dire, assez fort, parental, avec les deux principaux personnages, qui sont Tom et Emma, qui sont frères et sœurs, et qui sont jumeaux, Tom est un des garçons les plus excessifs du roman. Il va assez loin, et à un moment donné, justement, l'ordre parental va se mettre en place. C'était important qu'il y ait un chapitre aussi comme ça, même si ma volonté était de voir vivre des adolescents entre eux. Mais il y a une incompréhension entre les parents et les adolescents. Souvent. Il y a toujours une crise de génération. Souvent, d'abord, les adolescents ont l'art du mensonge, mais un mensonge pour avoir la paix. C'est-à-dire qu'on va dire non, on va dire, voilà, on va pas rentrer dans les détails. Ils sont très très forts pour ça. Ça ne veut pas dire que tous les adolescents sont excessifs et se droguent et boivent, c'est pas ce que je veux dire, mais en même temps, il y a quand même cette limite qui est très très fragile, et ces adolescents qui ont envie de tout découvrir. Et puis c'est surtout, ce qui m'intéressait aussi dans ce roman, c'était la sexualité des adolescents, c'est-à-dire cet âge où tout va commencer.
Et c'est ce qui nous différencie des adolescents d'hier, parce que nous, on n'était pas très au courant des choses, on savait plus ou moins, mais on n'était pas vraiment aussi briefés qu'ils le sont aujourd'hui. Et cet éveil à la sexualité, à l'envie, au désir, est très important dans la génération des adolescents d'aujourd'hui. Et il y a une dureté également aussi dans les relations, parce que ils se font tège, comme ils disent, assez facilement. Oui, parce que les adolescents sont assez francs du collier, ils sont assez frontales aussi. Et c'est ça qui m'intéresse, cet âge rebelle, parce que quand on a 9-10 ans, on a envie de se fondre dans la masse, d'être oublié, mais quand on devient adolescent, c'est le contraire. On a envie d'être montré du doigt, d'être identifié. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs un certain nombre d'adolescents qui vont user d'habitudes vestimentaires les plus loufoques, les plus dingues, pour se faire remarquer, pour qu'on les voit. Et ils testent leurs limites également. Ils aiment tester leurs limites, absolument, savoir jusqu'où ils peuvent aller. Et c'est aussi une partie du roman qui, moi, m'intéressait, évidemment, parce qu'ils ont à la fois de la chance, ils ont une prise de conscience quand même pas forcément imminente ou immédiate, mais ils savent quand même qu'ils vont vers le danger. Donc il y a à la fois une excitation et une forme de retenue aussi. On a parlé tout à l'heure de Emma et de son frère jumeau Tom. Il y a les autres, il y a Chloé, Sarah, Gaspard, Timothée. Vous les avez trouvés comment, ces adolescents, parmi des... Alors j'ai envie de dire, c'est 30 ans de rencontres dans les lycées, depuis l'apparition de mon premier roman. Des adolescents timides qui finissent un peu par se lâcher quand ils ont confiance et qui m'ont dit des choses assez incroyables. Ça faisait longtemps que je voulais faire un roman sur les adolescents, mais en grande partie je les ai tous inventés. Ce qui m'intéressait, c'était que le roman soit choral, c'est-à-dire que on ne sait pas ce à quoi pensent les gens. Par exemple, vous me regardez, mais je ne sais pas à quoi vous pensez exactement à ce moment-là. Et je ne sais pas à quoi pense la personne la plus chère à mon cœur, et je ne sais pas ce que pense mon voisin non plus. Le roman choral permet d'entrer à chaque fois dans la tête des adolescents et de comprendre leur fonctionnement, chacun très différent, qui fait des personnages, je crois, assez attachants quand même. Ce qui est intéressant, c'est malgré, je dirais, la vie qui continue avec effectivement ses excès, ses débordements, c'est toujours cette prise de conscience que finalement Iris s'est tuée et même à un moment, je crois que l'un d'eux dit c'est nous qui avons mis la corde. Absolument. D'ailleurs, le premier chapitre donc parle évidemment d'Iris. C'est Iris qui s'exprime à la première personne et ensuite on ne la retrouve pas. Donc on la retrouve à travers quelques mots, quelques phrases, quelques situations à travers les adolescents, mais elle est toujours présente, elle plane comme une sorte de fantôme dans tout le roman jusqu'à la fin qui est assez costaud. Alors, il y a la littérature qui est présente, donc, notamment Tom, je crois, qui lui est fan de l'attrape-cœur de Salinger. C'est pas non plus un roman d'aujourd'hui. C'est pas un... Si, je voulais quand même que, ça c'était une volonté de ma part, que Tom et Emma, sa sœur d'ailleurs aussi, qui est une fan de livres, qui ait au moins 2 personnages fans de livres, pour que ça puisse faire circuler l'idée entre adolescents à quel point la littérature peut être salvatrice. Il y a d'autres personnages comme Gaspard qui n'arrive pas à lire, qui n'est pas assez concentré, mais qui s'est promis pour Sarah de ne pas être qu'un bourrin quelque part et de se mettre à lire quand même pour lui montrer qu'il en est capable. Et je crois que le rapport à la lecture, quand on en parle aux adolescents, est très important. Il y a des adolescents qui lisent beaucoup, d'autres qui lisent moins. Et c'est important de rappeler à quel point la littérature peut faire du bien. Et les chapitres sont rythmés par de la musique également, que ce soit Coldplay ou autre. Vous les avez trouvés comment aussi? Là aussi, c'est... Alors j'ai vraiment cherché, je me suis renseigné auprès des adolescents pour savoir quelle musique ils écoutaient aujourd'hui. Ce sont que des titres ou des airs qui sont écoutés aujourd'hui par les adolescents. Bon, Billie Eilish en tête parce que elle est vraiment la reine de la musique pour les adolescents. Et de la mélancolie. Et oui, parce qu'elle a une forme de mélancolie, elle se teint les cheveux en vert, elle a des mèches colorées, elle est assez sombre aussi. Les adolescents peuvent l'être aussi, justement, à travers sa musique. Je voulais même prendre des extraits des chansons à l'intérieur du livre, mais pour les droits, c'est un peu compliqué. Parce que je trouve que les textes des chansons, justement, que les adolescents écoutent, résonnent en eux comme quelque chose de très autobiographique, justement.
Le langage aussi est important. Vous empruntez le langage Jones, comme on dit. Bon, les meufs, l'Europe, les keufs, tout ça on connaît, mais il y en a certains mots qu'on connaît moins, qui sont empruntés à du verlan, à des anglicismes, et finalement... moi, des langues étrangères, à l'arabe... Voilà, et je me souviens, moi adolescent, il y avait le javanais. Il y a toujours eu un moment où les adolescents ont eu besoin d'une langue. Absolument, et c'est une langue qui devient en fait très vite obsolète. C'est-à-dire que j'ai travaillé tout simplement sur les réseaux sociaux. J'ai demandé à des adolescents, j'en ai eu 50 au total. Je voulais pas que des adolescents sur Paris, je voulais vraiment qu'il y en ait partout, à Rennes, à Marseille, enfin dans toutes les grandes villes de France. Et ils m'ont aidé à constituer un lexique assez conséquent parce que j'étais parti sur 200 mots et expressions et ils m'ont raturé les choses en me disant on dit plus ça aujourd'hui, on dit ça, voilà, et ainsi de suite. On a revu tout ça ensemble. Il paraît d'ailleurs qu'il y a eu des dîners mémorables entre les parents et ces adolescents où ils se sont marrés comme tout à refaire ce lexique. Et au final, c'est un lexique qui s'approche à peu près, on va dire, parce qu'il peut y avoir des choses un peu contradictoires, mais qui s'approche à peu près du langage des jeunes aujourd'hui. Et on retrouve le lexique à la fin du livre, hein, pour les parents, parce que le livre s'adresse aux ados, mais aux parents. Alors aux ados à partir de 15 ans, je précise, parce que c'est vrai que je vois beaucoup sur les articles, je vois beaucoup d'âges différents. Moi, je dirais 15 ans quand même. C'est les 15-20 ans. Ça s'adresse, je pense, aux parents des ados, ça s'adresse aux profs. Et aux adultes en général, parce que c'est un livre qui est quand même assez corsé. C'est pas un petit livre gentillet sur des adolescents qui s'amusent. Voilà, j'ai voulu faire un livre qui fait, comme j'ai envie de dire, comme les livres que j'écris, qui fait réfléchir. C'est-à-dire, c'est ce que j'aime moi, en littérature, c'est poser des jalons, écrire un livre. Je suis pas du tout quelqu'un qui donne des messages, mais je veux faire réfléchir les gens après lecture. Gilles Paris, on peut dire à qui vous avez emprunté ce titre, un baiser qui palpite là comme une petite bête. Absolument, à Rimbaud, dans son poème le plus célèbre, On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, c'est la dernière strophe. Et Rimbaud est un personnage qui s'apparente beaucoup au personnage de Tom, parce que Tom se prend pour Rimbaud qui sème la pagaille. Il y fait référence d'ailleurs assez régulièrement. Et je trouve que Rimbaud est pour moi un peu l'icône des adolescents quand même. Quel a été le personnage le plus attachant pour vous ? Tom, justement, le frère d'Emma, parce que c'est vraiment le plus excessif de tous, et c'est quelqu'un qui va peu à peu prendre conscience de ce qu'il a fait ou pas fait d'ailleurs, et qui va vraiment prendre des bonnes résolutions in fine, après avoir échappé de près et de loin d'ailleurs à une fin certaine. Voilà, un livre qui est finalement à conseiller à mettre dans les CDI des collèges et des lycées. Absolument, oui, tout à fait. Je pense au contraire, on verra ce que l'avenir dira sur ce livre, mais j'espère en effet qu'il sera même étudié pour les classes, pour les lycées, en tout cas de 3e, seconde, première et terminale. Un baiser qui palpite là comme une petite bête, Gilles Paris, et c'est publié aux éditions Gallimard. Merci à vous. Merci Gérard.